Pour sa première visite à Bruxelles, Giorgia Meloni, la dirigeante d'extrême droite de l'Italie, joue l'apaisement même s'il y a des divergences. Après l'indignation provoquée par les propos racistes d'un élu RN en plein hémicycle, le bureau politique de l'Assemblée se réunit cet après-midi en vue d'une sanction. Alors que la contre-offensive ukrainienne à Kherson continue de battre son plein contre les forces d'occupation russes, plus d'une centaine de prisonniers ont été échangés entre les deux camps. La victoire confirmée de la coalition menée par Benjamin Netanyahou en Israël. Après les législatives de mardi, le Premier ministre sortant a confirmé sa défaite. Pour sa première visite à l'étranger, en tant que nouvelle chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni a choisi Bruxelles. Elle a rencontré successivement les 3 présidents des institutions européennes, Roberta Metsola du Parlement européen, Ursula von der Leyen de la Commission européenne et Charles Michel du Conseil européen. Cet après-midi chargé lui a donné l'occasion de définir les priorités de l'Italie dans l'Union européenne. Je voulais faire passer le message que l'Italie veut évidemment participer, coopérer et défendre ses propres intérêts nationaux, a-t-elle dit, dans le cadre de la dimension européenne. Et cela en cherchant avec nos partenaires européens les meilleures solutions aux grands défis auxquels nous sommes confrontés. Giorgia Meloni a également déclaré que ces réunions avaient été utiles pour la dédiaboliser. Selon les experts, la dirigeante d'extrême droite a radicalement adouci sa rhétorique anti-européenne et semble considérer les institutions européennes comme des alliés potentiels plutôt que comme un frein à ses objectifs. À travers cette tentative de Giorgia Meloni pour se repositionner d'une droite nationaliste dure vers un centre droit conservateur, explique cet analyste, vous savez, dans cette sorte de virage vers la modération, voyons dans quelle mesure et combien de temps cela va durer, mais très clairement, c'est ce qu'elle tente de faire. Parmi les sujets de discorde abordés, l'énergie et surtout l'immigration. Un consensus plus large a été trouvé autour de la guerre en Ukraine. Mais les sourires et les bonnes intentions devront résister aux crises qui s'annoncent dans un contexte mondial tendu. Au micro, hier après-midi à l'Assemblée nationale, Carlos Martins Bilango, député insoumis du Val d'Oise. Il s'exprime sur la situation de migrants en Méditerranée quand un député RN l'interpelle. Pas du tout. C'est violence. La scène provoque aussitôt un tollé. Les huées se multiplient et la séance est suspendue. À la sortie, les députés clament leur indignation. Alors qu'il posait cette question-là, un député du Rassemblement national, effectivement, M. de Fournas, lui crie dans l'Assemblée « Retourne en Afrique ». Vous vous rendez compte de la gravité de ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, l'extrême droite a montré son vrai visage. Je tiens à le dire, le racisme n'a pas sa place dans notre démocratie. Le bureau de l'Assemblée se réunira et naturellement on devra prendre les sanctions qui s'imposent. Je ne vais pas préjuger d'ores et déjà de la décision du bureau, mais la situation est suffisamment grave pour que nous puissions nous réunir rapidement pour évoquer de façon collégiale cette situation et la sanction la plus appropriée. Les explications de l'élu RN font d'autant plus bondir les oppositions. Il affirme avoir visé les migrants et se défend d'avoir insulté son collègue député. Beaucoup d'élus réclament désormais son expulsion. Le bureau politique de l'Assemblée se réunit en début d'après-midi. À Kherson Oblast, situé dans le sud de l'Ukraine, la pression opérée par l'armée ukrainienne semble porter ses fruits. Potentiel signe le retrait observé de drapeaux russes sur des bâtiments officiels de la région occupée. Un dirigeant pro-russe a indiqué que les forces de Moscou allaient probablement se retirer de la rive occidentale du fleuve Dnipro. Et dans une énième tentative, il a aussi prié les habitants de quitter les lieux. Concernant l'évacuation, je recommande à tous les habitants de Kherson et à ceux qui restent encore sur la partie de la rive droite de se rendre sur la rive gauche. Le rapport de guerre quotidien de Moscou dresse un tableau très différent de la situation. Selon le ministère de la Défense, ces troupes ont repoussé les attaques de l'armée ukrainienne sur différents fronts, faisant un grand nombre de victimes. À la demande de Kiev, l'Agence internationale de l'énergie atomique a rendu son rapport concernant les accusations russes au sujet de la préparation d'une prétendue bombe sale par l'Ukraine. Après avoir inspecté 3 sites, l'organisation intergouvernementale a déclaré n'avoir détecté aucun signe d'activité nucléaire non déclarée. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères s'est empressé de réagir dans un tweet en indiquant que la Russie avait confirmé son statut de premier menteur mondial.
Dans ce contexte, un nouvel échange de prisonniers a tout de même eu lieu. 107 soldats ont été libérés des deux côtés, dont 74 militaires ukrainiens ayant défendu l'aciérie de Mariupol et 65 soldats capturés par Kiev dans les territoires annexés par Moscou. Olena Zelenska a quitté les bombardements de Kiev et les abris où elle descend régulièrement avec ses 2 enfants pour se rendre au Web Summit de Lisbonne. La première dame ukrainienne y a multiplié les appels aux entreprises pour aider à la reconstruction de son pays. Nous lui avons demandé ce qu'elle voulait dire aux nombreux téléspectateurs russes d'Euronews. Je peux dire honnêtement qu'il est très difficile pour nous de parler avec les Russes. En un mot, regardez Euronews, ne regardez pas les chaînes russes, Russia Today, ne regardez pas First Channel, ne regardez pas la chaîne Russia, et c'est déjà le premier pas vers la guérison. Olena Zelenska a rencontré le Premier ministre portugais António Costa au cœur des préoccupations de l'épouse du président ukrainien, un tweet controversé d'Elon Musk. Mais Olena Zelenska a remercié le milliardaire pour la mise à disposition du service Internet par satellite Starlink, un service gratuit qu'Elon Musk a remis en question récemment, suscitant l'angoisse en Ukraine. En Israël, les jeux sont faits après les élections législatives de ce mardi. Et c'est bien la coalition emmenée par Benjamin Netanyahou qui l'a emporté. L'ex-premier ministre dispose de la majorité nécessaire pour former le prochain gouvernement avec des députés ultra-orthodoxes et des députés d'extrême droite. Ce jeudi, le centriste Yair Lapid, le Premier ministre sortant, a concédé sa défaite et félicité son rival pour sa victoire. Après 12 ans au pouvoir, Benjamin Netanyahou avait été évincé de son poste l'année dernière sur fond de graves allégations de corruption. Le président israélien doit maintenant mandater un élu pour former le futur gouvernement, le plus à droite de l'histoire du pays, alors que la violence entre Israéliens et Palestiniens est de nouveau au plus haut. Les syndicats espagnols unis contre la cherté de la vie. À Madrid, ils étaient des milliers à participer à la marche intitulée « Salaire ou conflit ». Ce qu'ils réclament, c'est une augmentation générale des salaires pour faire face à l'inflation dans un pays où le SMIC est à 1 000 €. Nous voulons que les salaires soient égalisés et que la classe ouvrière ait un peu plus de voix. La vérité est que tous les secteurs économiques sont très en retard par rapport à l'inflation et la hausse des prix. Selon un rapport de l'organisation caritative Caritas, 3 familles espagnoles sur 10 n'ont pas les ressources financières nécessaires pour maintenir des conditions de vie dignes. Aujourd'hui, malheureusement, avec la situation actuelle, les salaires ne couvrent pas nos besoins de base. C'est pourquoi nous sommes ici. Nous réclamons une augmentation des salaires et le droit de vivre décemment. L'inflation en Espagne a atteint près de 11% en juillet dernier pour retomber à 7,3% en octobre, une des plus faibles d'Europe. Le patronat négocie des augmentations mais refuse de les indexer sur l'inflation. En Israël, les jeux sont faits après les élections législatives de ce mardi. Et c'est bien la coalition emmenée par Benjamin Netanyahou qui l'a emporté. L'ex-premier ministre dispose de la majorité nécessaire pour former le prochain gouvernement avec des députés ultra-orthodoxes et des députés d'extrême droite. Ce jeudi, le centriste Yair Lapid, le Premier ministre sortant, a concédé sa défaite et félicité son rival pour sa victoire. Après 12 ans au pouvoir, Benjamin Netanyahou avait été évincé de son poste l'année dernière sur fond de graves allégations de corruption. Le président israélien doit maintenant mandater un élu pour former le futur gouvernement, le plus à droite de l'histoire du pays, alors que la violence entre Israéliens et Palestiniens est de nouveau au plus haut.